Bonjour à tous. Voilà, les personnes qui assistent au webinaire vont arriver petit à petit. Je vois le chiffre qui monte rapidement. On va juste laisser le temps à tout le monde de nous rejoindre. Ça prend en général une à 2 minutes pour se stabiliser. Vous êtes déjà 30. Donc, alors on a testé aussi quelque chose cette fois. Je ne sais honnêtement pas si ça marchera. À savoir, on a testé de le transférer aussi en live sur le groupe Facebook Objectif USA. C'est une première. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, tant pis, puisque de toute façon, le but, c'était que vous soyez là avec nous sur Zoom. Vous êtes déjà 50, donc ça va se stabiliser petit à petit. Il y avait 160, tout à l'heure 168 inscrits. Donc, alors, je regarde juste que on puisse bien voir. Je vois que Daphné, elle a déjà chatté. Oui, mais je m'adresse qu'à vous, messieurs. D'accord, OK. Est-ce que J'arrive pas à quelqu'un m'adresser aux peut autres. essayer de me taper un message juste pour voir si vous pouvez nous, parce que la dernière fois, j'ai eu un problème justement où a priori, je n'avais pas autorisé les non, Il y a 2 personnes qui ont everyone, levé la main apparemment. hello. Voilà, me to everyone, hello. Bon, on va commencer de toute façon non, je vois personne, donc je pense qu'il y aura Attends, il y a je vais personne voir qui si lève la main. Regarde de ton côté si Ouais, tu peux ouais, voir ce plusieurs. qu'on peut faire pour que les gens puissent chatter. Chat is disabled. Maud vient de passer un message. Chat is disabled. Alors, pourquoi le chat is disabled? C'est la deuxième fois que ça me fait le coup. bah, c'est toi le master, mon chéri, Je donc sais bien, mais je suis très bête, c'est que je ne vois pas où est-ce que ça se règle, ce truc-là. Alors là, je Ah, peux ça pas y est, t'aider. attendez, tac, voilà, a priori ici. Voilà, normalement, ça y est. ça y Ça y est, y est, ils apparaissent super. tous. Voilà, tout le monde apparaît. Bon, vous êtes déjà 55. Sans plus attendre, on va donc partager. Excusez-moi pour ces petites problématiques techniques de dernier moment. Alors, ça va être ici. Voilà, le PowerPoint est ici et slideshow. Voilà. Et on va aller au Voilà, début. tu attaques Alors, direct sur ma partie. Comment ce début? voilà, Généralement, c'est l'inverse, hein, on monte pas à la fin, on dévoile pas ses voilà. secrets d'abord. Donc là, vous avez en fait, ça va très, 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 très vite, hein. Vous voyez tout en... Voilà. Hop, voilà. Donc, bon, c'est un départ un tout petit peu chaotique. Voilà, bon, pour tous ceux qui sont arrivés entre-temps, vous êtes déjà une soixantaine. Bonjour à tous. Ce webinaire, c'est gérer une entreprise aux USA au quotidien. Voilà, donc, quelques mots d'introduction. Avant toute chose, moi, ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est qu'aux États-Unis, il y a une expression qui dit You have to do your homework. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aux États-Unis, on est responsable de ce qu'on fait et, entre guillemets, on ne peut pas reporter la faute de quoi que ce soit sur quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si vous venez avec un projet aux États-Unis de création ou de reprise d'entreprise, vous devez faire tout ce travail de recherche parce que vous ne pourrez pas dire derrière c'est la faute d'eux. L'idée de ce webinaire, c'est vraiment de donner des conseils pratiques, des conseils actionnables. Alors, on va parler de théorie aussi, on va bien entendu parler de fiscalité, etc. Mais on va vraiment, vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je lance juste un chrono pour que je ne dépasse pas le temps. Stopwatch, start. Voilà. Comme ça. Alors, première partie, je vais vous présenter les intervenants rapidement. Donc, Daphné Vergeot-Perret, elle est entrepreneur aux États-Unis depuis 13 ans, dans une entreprise qui s'appelle My French Neighbor, qui a eu une boutique physique, qui vend en ligne. Donc, elle a vraiment une vision absolument terrain de la vie d'entrepreneur aux États-Unis. Elle est aussi real estate broker, c'est-à-dire agent immobilier maison, au sein d'Objectif USA, et son nom, vous l'aura peut-être laissé deviner aussi, la deuxième partie de son nom, c'est mon épouse.
certainement pas le rôle le plus facile qu'elle a. Jean-Philippe Sora, qui est CPA. CPA, c'est expert comptable. Alors, il est basé au Canada, mais couvre justement le Canada, les États-Unis, et les clients basés aux États-Unis qui ont des éléments en France aussi, qui peuvent aussi d'ailleurs pour le coup en avoir au Canada. Donc, quelqu'un qui a une très, très grande expérience des entrepreneurs francophones qui s'installent aux États-Unis. Voilà, et moi-même, donc Sylvain Perret, j'ai créé Objectif USA il y a un petit peu plus de 10 ans. Objectif USA, c'est une agence dont l'objectif est d'accompagner des entrepreneurs et des entreprises françaises qui s'installent aux États-Unis, un petit peu dans tous les aspects. Mon activité principale reste quand même d'être business broker. Business broker, ce serait en quelque sorte un agent immobilier spécialisé en vente d'entreprises. Et j'ai vendu un certain nombre d'entreprises à des francophones qui viennent s'installer sur le territoire américain. Au sommaire de ce webinaire, la première partie, ça sera avant de démarrer, je suis désolé, je regarde mes textes en même temps, ce n'est pas une bonne chose. Au sommaire, ce sera avant de démarrer l'activité. Ensuite, et c'est moi qui vais commencer par cette partie-là. Ensuite, ce sera au fil de la vie de l'entreprise, un petit peu dans tous les aspects. C'est Daphné qui enchaînera là-dessus. Et le dernier point, ça sera focus sur la fiscalité. Bon, bah, très clairement, ça sera Jean-Philippe. Ce webinaire sera peut-être un petit peu moins structuré dans le sens chacun prend la parole l'un après l'autre, parce qu'en fait, il y aura certainement des échanges là-dessus. C'est-à-dire que dans ce que je vais évoquer, par exemple, sur les types d'entreprises, Jean-Philippe aura son mot à dire, Daphné aura peut-être son mot à dire sur des points de vue pratiques, etc. Donc, on ne va forcément pas se couper la parole, mais par contre, clairement, chacun a son mot à dire. Je dis, attention, ça va aller très vite. On va essayer de faire tenir ça en 1 heure. Et concrètement, on couvre un sacré programme. Donc, sans plus attendre, je passe à la diapositive suivante. Donc, en gros, c'est de dire que jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien, sauf que moi, il y a un truc qui cache la suite. Mais l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Bon, l'idée, c'est de dire qu'effectivement, ce type de projet, ce n'est pas forcément facile, mais c'est faisable, et tout simplement en effectivement recourant à des professionnels, en se renseignant, en faisant les choses correctement. Alors, sur la partie avant de démarrer, on va parler succinctement des visas, du choix de la structure juridique, de la création de la société, d'avoir une adresse, je vais parler du bail commercial, d'ouvrir un compte en banque, je vais parler des assurances, et je vais parler du site internet et des réseaux sociaux, de la communication. Sur les visas, là aussi, je le dis tout de suite, on a des webinaires complets sur le sujet. On a des webinaires d'1 heure complets sur le sujet. Ils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Objectif USA. Il y en a un qu'on a fait assez récemment avec une avocate en immigration, Maître Maud Pouda. Je vous incite à le regarder, c'est un des plus complets qu'on ait fait. En quelques mots, les visas pour venir exploiter une entreprise aux États-Unis, les plus connus, ça va être le visa E1 pour ceux qui font de l'import-export, le visa E2 dit visa investisseur. Investissement, on va dire, à partir de 100 000 $. Dans une création ou une reprise d'entreprise, il faudra démontrer que l'entreprise n'est pas marginale. C'est certainement le mot clé des visas, du visa E2 qui est le plus utilisé, le visa E2, que l'entreprise ne soit pas marginale, c'est-à-dire que l'entreprise ne soit pas une entreprise qui vous amène juste de quoi vivre et qui en fait n'ait pas d'impact sur l'économie américaine. Donc comment on va voir ça? Eh bien, on va tout simplement voir ça si l'entreprise elle dégage déjà un revenu correct pour vous, c'est-à-dire vous et votre famille, est-ce que vous allez gagner plus que le niveau de pauvreté au minimum, mais je dirais plus que la moyenne, et là-dessus il y a des chiffres qu'on a. Et l'autre élément probant aujourd'hui, important aujourd'hui, c'est l'impact sur l'emploi. Un business en E2 doit générer de l'emploi. Voilà sur le visa E2. Une petite subtilité, j'entends souvent des gens qui disent où est-ce qu'on présente le visa E2? Un visa E2, c'est dans une ambassade. Quand on obtient un statut E2, c'est à l'USCIS à Washington. La subtilité très importante, c'est qu'un statut E2, vous pouvez sortir du territoire, mais vous ne pouvez plus re-rentrer. Vous êtes ce qu'on appelle landlocked.
donc pas forcément évident. Mais dans certains cas, ça s'applique. Et là, très clairement, c'est les avocats en immigration qui vous expliqueront pourquoi, dans votre cas, il vaut mieux faire un visa, pourquoi, dans votre cas, il vaut mieux faire un statut. Il y a toute une littérature là-dessus. Il n'y a pas deux cas identiques. Donc, passer par un avocat. J'ai mis entre parenthèses un vrai parce qu'il y a des faux. Qu'est-ce que j'appelle des faux? C'est entre autres des consultants en immigration. Ce ne sont pas des avocats. Tous les dossiers objectifs USA, à 100% à ce jour, et ça va continuer, il y a un avocat en immigration impliqué. On travaille avec beaucoup, on travaille peut-être plus avec certains pour des questions d'affinité et de connaissances personnelles, tout simplement, et de compétences, mais il y a un avocat. Pour les entreprises qui viennent ici, vous avez le L1 aussi, L1, qui là s'applique plutôt à des plus grosses entreprises. Une entreprise déjà établie en France, qui a des salariés, va pouvoir créer une succursale ici et y envoyer du personnel pour créer la filiale, etc. Il y a des avantages, entre autres le L1 mène beaucoup plus facilement à la carte verte que le E2, pour lequel le chemin vers la carte verte est quand même assez compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Non, le L1 a des avantages. Il est délicat en fin de première année. C'est plutôt pour les grosses entreprises. Voilà. Encore une fois, je n'en dis pas plus pour les visas parce que très franchement, vous avez des webinaires complets sur le sujet. Le choix de la structure juridique. Alors, très vite. Des fois, j'entends des gens qui me disent « Moi, je voudrais être freelancer. » OK, pourquoi pas? Mais ça ne porte pas un visa. Ce qu'on appelle les freelance ici, c'est souvent l'independent contractor, on les appelle les 1099, Daphné en parlera. Ça sera un peu l'équivalent d'un micro-entreprise. Typiquement, en tout cas, ça ne porte pas de visa. Il faut déjà avoir un autre statut. La sole proprietorship, ça sera un petit peu l'équivalent de l'entreprise individuelle en France. Là aussi, structure extrêmement légère, confusion du patrimoine, c'est-à-dire que le patrimoine personnel est impliqué. Là aussi, pas forcément évident pour créer une entreprise quand on vient en tant qu'investisseur de l'étranger. C'est très, très peu utilisé. La majorité des cas, ça va être des LLC. LLC, Limited Liability Company. Ça serait un petit peu la SARL, un petit peu LLC. Vous voyez, j'ai une erreur dans la slide. C'est un petit peu la SNC, Société en nom collectif en France. Donc, un petit peu la SARL, un petit peu la SNC. Pourquoi? C'est la SARL au niveau juridique, c'est-à-dire que vous avez bien la responsabilité limitée, mais c'est la SNC au niveau fiscal, c'est-à-dire qu'elle est transparente. Encore une fois, là, Jean-Philippe va vraiment développer la chose. J'insisterai juste sur une chose là-dessus. Un peu comme en France, vous avez l'EURL, qui est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Ici, on aurait la Single Member LLC. La Single Member LLC, comme son nom l'indique très clairement, c'est une LLC avec un seul membre. Attention à 2 points. Premier point, dans un certain nombre d'États, la responsabilité limitée peut sauter. C'est-à-dire que pour certaines choses, vous allez attendez, là, l'écran, il ne marche pas si bien que ça au niveau de la responsabilité limitée. Donc là-dessus, j'incite à être prudent quand même sur les LLC donc unipersonnels, les Single Member LLC. L'autre élément, et Jean-Philippe en reparlera aussi, l'autre élément, c'est que là, pour le coup, elle n'est pas seulement transparente, mais elle est translucide. C'est-à-dire qu'elle est disregarded. C'est-à-dire que la LLC unipersonnelle, elle ne fait pas de déclaration par elle-même. Elle ne fait pas de tax return par elle-même. Là aussi, ça ne va pas changer forcément les impôts, hein, mais par contre, là aussi, en termes de visa, toujours pour un entrepreneur qui vient de l'étranger, en termes de visa, présenter juste ce qu'on appelle un Schedule C, qui est à l'intérieur d'un tax return personnel, ça fait léger. Dans l'absolu, on est d'accord que ce n'est pas forcément différent, mais ça fait léger. Voilà. Excuse-moi, Sylvain, je te coupe. Ouais. Aussi, il y a un risque fiscal, comme tu dis, au niveau impôt. On le verra tout à l'heure. Ça ne va pas changer grand-chose d'avoir un membre ou plusieurs. Mais au niveau fiscal, on a justement, tu en parlais tout à l'heure, hein, la confusion de patrimoine, donc un risque accru de contrôle de la part de la IRS. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Voilà. Donc, je ne suis pas un fan de la Single Member LLC. Des fois, il suffit de donner 1% départ à quelqu'un, hein, Ouais. et ça limite ce problème-là. Hein. Donner, oui, si on veut. Pardon, excusez-moi.
Donc, clairement, la LLC, c'est quand même, je n'ai pas le nombre de LLC, mais c'est très clairement de très, 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 très loin majoritaire sur le nombre de sociétés aux États-Unis qui sont effectivement en LLC. Ça serait un petit peu la SARL de chez nous. Même si je sais qu'aujourd'hui, en France, la SAS est à la mode, ça serait un petit peu la SARL de chez nous. Alors, quand on va parler véritablement société, ça se rapprocherait de la société anonyme, donc de la SA en France, peut-être un peu de la SAS quelque part. On va voir les corporations. Donc là, clairement, alors là, Jean-Philippe, je n'ai pas révisé dans les corps, c'est combien d'associés minimum? Tu peux créer une corp tout seul. Tu n'as pas On peut créer une l'obligation corp tout seul. Ouais, D'accord, tu ok. peux créer une corp tout seul. Tu as certains États qui vont limiter, mais généralement, tu peux créer une corp tout seul. Tu n'as aucun problème à ça. D'accord. La plus connue, ça va être la C Corp. Donc, ça va vraiment être la société qui est imposée par elle-même, qui a véritablement un patrimoine complètement distinct des investisseurs. Ce sont véritablement des actions qui représentent les intérêts des personnes dedans. Alors, avec une subtilité, et ça va être justement la S Corp, c'est quelque chose qui est très, très, très utilisé parce qu'elle a un intérêt fiscal par rapport à l'imposition, entre autres en matière social security, des revenus du dirigeant. Donc là, très clairement, c'est la partie de Jean-Philippe, il rentrera complètement dans le détail. Juste une chose, j'ai entendu X fois des personnes dire pour avoir une S-Corp, il faut être permanent resident. Attention, il y a une confusion. Permanent resident au sens fiscal, ce n'est pas permanent resident au sens immigration. Ça veut dire qu'on peut tout à fait avoir une S-Corp et être en visa E2. Il n'a pas forcément besoin d'avoir une green card. Et j'ai entendu un certain nombre de personnes dire il faut absolument une green card pour avoir une S-Corp. Non, il faut être résident fiscal au sens de résident permanent au sens fiscal, ce qui est très différent. Voilà pour la S-Corp. Donc là, je finis avec la phrase, je regarde juste, très gros impact du choix de la structure sur la fiscalité, et Jean-Philippe rentrera dans le détail. C'est ça, et j'ajouterais juste, je te coupe à nouveau, désolé, qu'il n'y a pas de généralité. Hein. C'est vraiment du cas par cas, le choix de structure. Ça dépend vraiment de chacun. Voilà. Même pour des investissements immobiliers, je me rappelle que sur un Exact. client commun, on a un client qui a fait une C-Corp parce qu'il avait quelque chose de bien spécifique qui faisait qu'il voulait faire une C-Corp. Voilà. Exact. C'est véritablement, le choix est primordial. Créer sa société. Donc, la création de la société, cette fois, du point de vue pratique. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on va vous conseiller? Encore une fois, nous, c'est de passer par un professionnel. Donc, un business lawyer, un CPA. Les immigration lawyers le font assez souvent aussi. Création de la société. Beaucoup d'immigration lawyers font du business law aussi, parce que ça se regroupe. Ça se recoupe. Vous avez certains sites Internet pas chers, Create Your LLC, etc. Pourquoi pas? À partir du moment où vous savez ce que vous faites. Voilà, c'est tout. On n'est pas contre, tant que vous savez ce que vous faites. Voilà. En Floride, ça va se concrétiser par quoi? Par un passage par le site qu'on appelle Sotheby's. Sotheby's, ça sera un petit peu de loin l'équivalent du registre des commerces et des sociétés en France. Donc, c'est là où c'est le Department of State, c'est là où concrètement on va créer en premier la société et ensuite on va s'adresser à l'IRS, les impôts, pour obtenir un numéro qui, là aussi, on pourrait dire est l'équivalent un petit peu du numéro de registre des commerces et sociétés en France, qu'on va appeler l'IIN. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Enterprise Employer Identification Number. Employer Identification Number. Ouais. Donc, voilà, l'IIN qui servira à tout. Et j'allais dire, même si d'ailleurs on n'a pas d'employé. IIN qui servira à tout. Si vous créez un nom commercial, typiquement, Objectif USA, c'est un nom commercial. On en a un autre qui est Integrity International Brokers LLC. Alors justement, non, le nom de la société, de notre société, c'est Integrity International Brokers, LLC. Mais on travaille souvent sous le nom commercial Objectif USA. Le nom commercial Objectif USA, on appelle ça un fictitious name ou un DBA, Doing Business As. C'est aussi quelque chose qui se dépose, c'est aussi sur Sotheby's, c'est des formalités additionnelles. Ce n'est pas forcément hyper compliqué, mais là aussi, on vous conseillera de le faire par un pro. Là, par contre, si vous avez cette fois véritablement une marque que vous utilisez partout, typiquement, c'est une marque que vous avez déjà en France, que vous voulez amener ici, dans ces cas-là, il faudra déposer un trademark.
donc une marque commerciale et qui sera déposée dans tous les États-Unis, le trademark. Je conseille souvent de le faire quand on a déjà une marque établie, de le faire. Il y a des sites Internet qui le font. Les sites Internet qui le font, généralement, c'est des sites d'avocats. Donc, globalement, des gens comme Trademark Company, c'est des sites d'avocats. Donc, globalement, c'est bien fait. Faites-le. Concrètement, faites-le. Les documents qui sont à établir, les documents, ça va être les Articles of Organization. Ça sera typiquement fait directement par le site Sunbiz ou l'équivalent dans l'État en question. Pour une LLC, ça s'appelle, vous avez un document important, c'est le Operating Agreement. Ça sera un petit peu le pacte d'actionnaires en France. On y met un petit peu ce qu'on veut dedans. C'est hyper important de gérer comment les associés vont se comporter les uns par rapport aux autres. Pour une corp, ça va s'appeler Stockholder Agreement et les bylaws. Les bylaws, ça serait ce qui se rapprocherait le plus des statuts. Voilà. Quelque chose qui est assez particulier, que j'ai redécouvert aux États-Unis, qu'en France, à ma connaissance, on ne fait plus vraiment, c'est l'émission physique des parts. C'est-à-dire qu'une société peut émettre physiquement ses parts et vous donner physiquement un nombre de parts. Typiquement, pour Integrity International Brokers et pour nos sociétés, on a les parts physiques. L'intérêt d'avoir les parts physiques, c'est qu'entre autres, ça peut servir, et là, on rentre dans des choses extrêmement pointues, pour les apporter dans un trust pour des questions successorales. Typiquement, c'est ce que nous avons fait. Nous avons des parts de société que nous avons apportées dans un trust, et on les a apportées simplement en les endossant et en marquant au dos qu'elles ont été transférées dans un trust. Donc, voilà, le trust, c'est encore un sujet qui mériterait un webinaire à lui-même. Juste sur la page précédente, je rajoute deux choses sur le Sunbiz. Moi, je suis dans le côté pratique. Vous avez un rapport à faire tous les ans pour la société. En gros, ça consiste à dire « je suis encore en vie ». Donc, il faut aller sur Sunbiz, vous notez le numéro d'identification de votre société. Donc, en fait, ce que vous faites, vous allez sur Sunbiz, vous commencez par faire research pour trouver votre société avec tous les numéros, pour trouver le numéro d'identification de cette société. Après, vous allez toujours sur Sunbiz, File an Annual Report. Et là, vous notez votre société, vous dites « oui, je suis toujours en vie ». Ça coûte, je ne sais plus, 30 ou 40 $. Non, 150. 150. Oh, oui, 150. Par contre, si vous ne le faites pas avant le 1er mai, ça coûte 400 $ de pénalité. Je le sais parce que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, ça nous arrivait une ou deux fois d'oublier. Malgré le nombre d'emails qu'on reçoit qui nous dit… Et quand on a 4 ou 5 sociétés, ça chiffre assez vite. Voilà. Donc, et oui, ça nous est arrivé une année d'en renouveler plusieurs après le… Je ne sais plus, c'est le 1er avril ou le 1er mai 1er mai. 1er mai, ouais, c'est 1er mai. Et c'est vrai qu'ils envoient quand même pas mal de relances. Ouais, mais bon, le truc coordonné est le plus mal chaussé. Voilà. Juste une autre chose. On a eu on s'est aperçu de, d'agents immobiliers et autres qui créent des sociétés pour vous. Ils sont très généreux, etc. Et on a eu quand même à 2 reprises l'occasion de voir que ce gentil agent immobilier qui vous a aidé à créer cette société s'est mis en manager de la société. Donc, il faut bien se dire que s'il est manager de la société, il peut ouvrir un compte, vendre vos biens et partir avec les sous. Donc, bien vérifier sur le Sunbiz qui est manager de la société, qui a le pouvoir dans la société. Voilà, c'était juste un aparté. Il n'y a strictement aucune bonne raison pour qu'un agent immobilier soit le manager de votre société. C'est du n'importe quoi. Alors, Registered Agent, je vais en parler après. Mais juste, je reviens là-dessus. Ça revient à ta première slide, Sylvain, qui dit qu'il faut effectivement se faire accompagner par de vrais professionnels. Un agent immobilier n'est pas un homme de loi. Donc, il vaut mieux se faire accompagner par des avocats qui, eux, savent ce qu'ils font. Parce que les États-Unis, comme l'a encore dit Sylvain au début, pour faire son travail, il faut savoir ce que l'on fait. C'est un pays qui est beaucoup plus libre que la France. Ça apporte beaucoup d'avantages, mais ça peut aussi avoir des inconvénients, comme ce qu'a dit Daphné, où l'agent immobilier peut vendre vos biens et partir avec l'argent et puis vous n'avez plus que les yeux pour pleurer. Donc, important de bien se faire accompagner et de ne pas croire n'importe qui. Ouais, je pourrais faire un webinaire complet là-dessus, mais je ne vous ferai pas. Donc, je ne vais pas le faire. Je passe quand même très régulièrement des informations sur des choses qui me laissent perplexe, ou voire qui me rendent furieux, comme la semaine dernière, vous l'avez peut-être vu, j'ai poussé un coup de gueule parce que j'étais vraiment furieux.
Hop, avoir une adresse, je vais aller plus vite là. Vous allez avoir besoin d'une adresse pour les démarches initiales, pour créer la société, pour ouvrir un compte. Souvent, les PO Box, ça ne marche pas. Donc, nous, ce que souvent on fait avec les clients, on va chercher ce qu'on appelle un pack and ship indépendant. C'est des petits business qui font FedEx, UPS, USPS, etc., qui vous donneront une vraie adresse de rue avec un numéro de suite. Il se peut que votre CPA vous autorise à utiliser son adresse au début pour le courrier. Il faut qu'il soit dans le bon état, par contre, forcément. Il se peut que l'avocat vous permette d'utiliser son adresse au début. En général, ils n'aiment pas. Donc voilà, on ne le fait pas, nous, hein, on ne propose pas notre adresse là aussi parce que… Ça, nous, on propose l'adresse, même si nous Voilà. n'incorporons pas la société, au cabinet, on propose l'adresse à Miami ou à New York, Voilà. sans problème. Un système qui peut fonctionner, que j'ai vu fonctionner, c'est un site comme iPostal One. C'est des adresses virtuelles qui sont justement localisées généralement dans un pack and ship partenaire. Et c'est plutôt pratique parce qu'ils scannent, ils réenvoient, etc. Sport de prix, c'est plutôt pratique au début. Il vous faut ce qu'on appelle un registered agent. Alors, registered agent, c'est quelqu'un qui sera sur place et qui va être disponible pour récupérer. En gros, c'est quoi? C'est qu'ils veulent que si demain le shérif doit vous notifier quelque chose, vous avez déjà vu quelqu'un qui dit « You've been served ». You've been served, c'est quoi? C'est le shérif, il vient et il vous demande « Vous êtes bien Sylvain Perret ?» « Oui, 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 je suis Sylvain Perret. » Et là, il vous donne un document généralement pas super agréable. Il vous annonce quelque chose. Ce n'est pas une bonne nouvelle en général quand vous êtes served. Hein. Donc là, c'est le service de Registered Agent. Il y a des services de Registered Agent pas chers du tout en Floride, ou sinon, là aussi, les avocats, les CPA peuvent servir de Registered Agent. Ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent recevoir quelque chose pour vous le jour où vous devez être served. Alors, le bail commercial. Le bail commercial, oubliez, tout simplement, vous oubliez tout ce que vous connaissez. Si vous avez signé des baux commerciaux en France, vous avez signé ce qu'on appelle un bail 369, vous êtes protégé en tant que locataire par la loi, etc. etc. Rien de tout ça ici. D'abord, le bail 369, si vous leur dites « I want a 369 », ils vont vous regarder. Non, est-ce que vous dites non. Les durées, j'ai vu des baux de 1 an, j'ai vu des baux de 20 ans. Souvent, c'est 5 ans. Ensuite, le locataire, globalement, en Floride, il n'a aucune protection. Le propriétaire, il en a plein. Ça va vraiment changer d'état à état. Plus vous montez dans le nord, plus le locataire a de la protection. Plus vous êtes dans le sud, moins le locataire a de protection. C'est vrai au sens particulier, au sens commercial. Donc, en gros, vous n'avez pas de protection. Votre protection, c'est quoi? C'est votre contrat. Donc, vous allez recevoir un lease draft, un brouillon de lease. Lisez-le, comprenez-le, lisez-le bien. Parce que alors, le problème, c'est qu'on a des fois des listes commerciaux qui font 20 pages, on a des fois des listes commerciaux qui en font 200. Et on dit souvent l'enfer est dans les détails. Clairement, là, l'enfer est dans les détails. Quand on négocie avec un landlord local, un petit landlord qui a 2-3 commerces ici, c'est quand même généralement beaucoup plus simple. Quand on travaille, par exemple, avec Simon & Simon, Simon & Simon, c'est un des plus gros propriétaires de malls. À Orlando, ils sont propriétaires de Mall at Millenia, ils sont propriétaires, je pense, de Florida Mall aussi. Quand on négocie, d'abord, on ne négocie pas avec ces gens-là. Hein. Généralement, c'est take or leave. Vous prenez ou vous partez. Vous essayez d'obtenir une modification du lease, ça va passer par 15 avocats qui, de toute façon, au final, vous diront non. Donc voilà, le lease, attention. Si vous n'avez pas de patrimoine aux États-Unis, très concrètement, ça va être très compliqué pour certains emplacements très demandés. J'ai eu l'occasion de discuter un lease avec Mall at Millenia pour une marque de maillot de bain très connue en France. On n'est pas arrivé à les convaincre. Grosso modo, vous vous appelez Vuitton ou Cartier, c'est plus simple. Vous vous appelez, même si vous vous appelez, comment ça, les macarons, la durée, si vous appelez la durée, ce n'est pas forcément connu. Donc voilà, quand on rentre dans des listes sur des gros montants, sur des emplacements très demandés, si vous n'avez rien aux États-Unis, eux, ce qu'ils vont regarder, c'est qu'ils aient quelque chose contre quoi se retourner si vous ne payez pas. Si tous vos avoirs sont en France, ils savent très bien qu'ils ne vont pas aller vous faire vendre un bien en France. Attention aux travaux et aux délais. Actuellement, c'est une catastrophe. Malheureusement, on a dû accompagner récemment un client locataire qui a dû rompre son bail, et ça, c'est compliqué. Il a dû rompre son bail en cours, justement à cause des délais et des travaux, où les délais ont explosé et les montants des travaux ont explosé.
En fait, comme on a un dicton entre nous, c'est on vous a donné un montant pour les travaux, multiplié par 2. On vous a donné un délai pour les travaux, multiplié par 2. Là, vous êtes déjà plus proche de la réalité. Ouais, c'est assez vrai, ça c'est souvent avéré vrai, hein. Donc, on sort très, très difficilement d'un lease. Quand on est rentré dans un lease, si on ne peut plus payer au bout d'un an, le propriétaire va vous dire « too bad, so sad ». En gros, oui, on comprend bien, mais il faut quand même continuer à payer. Donc, après, on peut sortir avec des négociations. On a accompagné plusieurs fois des clients dans ces discussions-là. Encore récemment, j'allais dire, je pense qu'on a eu une petite victoire, c'est-à-dire qu'on a pu faire baisser pas mal l'indemnisation que demandait un propriétaire pour un de nos clients qui a essayé d'ouvrir une deuxième affaire. Mais bon, il faut mieux pas se trouver dans cette situation-là, quoi. Donc, clairement, c'est la source numéro 1 de problèmes qu'on a vus aux États-Unis. Les problèmes de bail mal négociés au départ, de bail excessif. Je cite souvent, le loyer ne devrait pas trop dépasser 10% du chiffre d'affaires. Les assurances, quand vous allez arriver, vous allez avoir besoin d'assurance. Souvent, c'est assez cher au début parce qu'en gros, vous arrivez, vous n'êtes pas connu. Par exemple, pour la voiture, souvent, vous êtes considéré comme jeune conducteur. Ça fait un peu mal quand on a passé la quarantaine et qu'on conduit depuis 20 ans. Mais bon, c'est comme ça. Vous allez avoir besoin en tant que business d'une assurance liability, c'est la responsabilité civile. Très souvent, le landlord, le propriétaire des murs, va vous l'imposer. Il faut que vous ayez une assurance à hauteur de 2 millions, par exemple, pour signer un bail. Donc, il faudra pouvoir justifier le jour de la signature que vous avez cette assurance. Vaut mieux prendre une assurance business property aussi qui va couvrir ce que vous avez dans votre business. Typiquement, si vous avez investi 200 000 $ de travaux, 200 000 $ de matériel, ça serait pas mal de s'assurer que c'est couvert en cas d'inondation. Attention, les floods, c'est à prendre à part, justement, hein. L'assurance flood, c'est à prendre à part. Et typiquement, tous les gens non assurés à Fort Myers, ça a été délicat, hein. Vous allez souvent avoir besoin d'une assurance Workers' Compensation. C'est une assurance qui couvre vos salariés s'ils se blessent. Ça va dépendre du nombre de salariés et ça va dépendre de l'État. Alors, en Floride, de mémoire, c'est à partir de 3 salariés, mais on peut exonérer le propriétaire. Donc, typiquement, c'est véritablement 3 véritables salariés. Voilà. Et puis, toutes les assurances personnelles, voitures, etc., etc. On conseille souvent d'avoir ce qu'on appelle une umbrella qui permet de dépasser les montants mini de couverture au cas où. On a des noms à vous donner par rapport à ça de contact. Ouvrir un compte en banque, ce n'est pas forcément le plus simple actuellement. Alors, quand vous êtes là, que vous avez déjà le Social Security Number, oui. Social Security Number, c'est un numéro que vous demandez quand vous avez votre visa qui va vous servir pour beaucoup de choses. Quand vous n'avez pas encore le Social Security Number, en tout cas, il faudra au moins avoir l'IIN de la société. Moi, ce que j'incite à faire, c'est de tester plusieurs agences et plusieurs banques parce que vous allez avoir en gros, vous allez avoir des employés de banque qui ne vont pas vouloir se casser la tête et qui vont dire non, vous êtes étranger, non, non. Voilà. Et puis, vous allez avoir dans la même banque, parce que j'ai encore vu récemment quelqu'un ouvrir un compte à Bank of America, alors tout le monde disait non, Bank of America, ils ne veulent plus. A priori, ils veulent encore, mais c'est simplement, on n'est peut-être pas tombé sur la bonne personne. J'ai entendu du bien, moi j'aime beaucoup Bank of America, j'ai entendu pas mal de bien de la Chase. Je ne suis vraiment pas un fan de la banque qui a suivi. Donc, alors, ça a été SunTrust, ça a été racheté par Wells Fargo, mais maintenant ça s'appelle Truist, je crois, un truc dans ce genre. Nous, on les a eus, pas un bon souvenir. Les credit unions, c'est des banques locales un petit peu plus souples. Et entre autres, c'est plus souple souvent pour les demandes de crédit. J'aime bien les credit unions. Alors, je suis un petit peu teinté aussi parce que j'ai travaillé pendant 17 ans au Crédit Mutuel qui ressemblerait à un credit union. Sur les banques françaises, bon, alors typiquement, elles ne sont pas implantées partout. Vous avez un peu de BNP, un peu de Société Générale, mais généralement, c'est pour les très gros comptes. HSBC, on a plein de clients qui nous ont dit « Moi, je veux absolument HSBC ». Et ici, elle est considérée comme une des pires. Donc, ce n'est peut-être pas forcément le bon truc. Pour les Canadiens, il y a Desjardins, FedNat. Je te coupe là sur Desjardins. Desjardins, là, aux États-Unis, autant au Canada, ça marche bien. Desjardins, c'est poussif. Ah ouais? Ouais, c'est poussif. Mais je suis de ton avis, Bank of America, c'est hyper simple. Enfin, Oui. Moi, je trouve que c'est hyper simple, quoi. Et Chase aussi est bien, mais Bank of America, au niveau simplicité, c'est assez déconcertant, je trouve.
Oui, parce que toi, c'est vrai que tu connais bien Desjardins au Canada aussi. Donc, Ouais. Mais aux États-Unis, c'est pas la même histoire. La d'accord. plateforme n'est pas du tout intuitive. C'est poussif. Bon, si jamais quelqu'un du Crédit Mutuel m'écoute, moi, j'ai quand même créé les agences de Crédit Mutuel en Guadeloupe. Oui. Moi, si demain vous voulez créer des agences Crédit Mutuel aux États-Unis, je suis preneur, hein. Mais bon, donc voilà, mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un du Crédit Mutuel qui écoute. Je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Oui, C'est alors, moi. vite fait, très vite fait là aussi. Site web, marketing, réseaux sociaux. Il y a eu un webinaire complet la semaine dernière. Ceux qui y ont assisté ont reçu le lien pour le replay. Si vous voulez le lien pour le replay, vous me le dites et je vous l'enverrai. M'envoyez un email et je vous enverrai le lien pour le replay. On ne les met plus en public, ces webinaires. On veut que les gens qui assistent à ce webinaire soient des gens qui soient vraiment impliqués. Donc, il faut s'être inscrit et derrière, vous recevez le replay. Il faut y penser le plus tôt possible pour le website. De façon à ce que, parce que le référencement, ça prend du temps. Faites un site américain, faites un site web pour les Américains, pas pour vous. Il faut qu'il plaise aux Américains, pas forcément à vous. Les goûts des Américains et les goûts des Français, ce n'est pas les mêmes. Traduire, c'est différent de réécrire. Je conseille de faire réécrire vos textes par un Américain et de pas seulement les traduire. On a vu des trucs complètement délirants dans les traductions. Encore hier, je tombais sur un truc pas mal, sur une discussion entre un client et forcément, il ne pouvait pas se comprendre parce qu'en fait, c'était de l'anglais British que le client utilisait et l'Américain ne comprenait pas. Turnover en anglais, c'est chiffre d'affaires. Ici, c'est revenue ou gross sales. Oui, ici, c'est un chausson aux pommes, donc rien à voir. Quoi? Ici, c'est un chausson aux pommes. Ah, le turnover, c'est aussi un chausson aux pommes. D'accord. Alors, oui, c'est vrai. Ne soyez pas modestes, les Américains sont toujours les meilleurs dans tout ce qu'ils font. Ce que je veux dire par là, c'est que sur leur site, allez pas dites que vous êtes le premier, hein, parce que tous les autres disent qu'ils sont les premiers. Donc, si vous dites que je suis le numéro 2, c'est dommage. Il y a plein de numéros 1 ici. Facebook est toujours très utilisé aux États-Unis, peut-être moins qu'en France. C'est toujours très utilisé aux États-Unis, sachant que les réseaux sociaux, en fait, ça dépend de votre cible. Et ayez un profil LinkedIn à jour. Faites un profil LinkedIn à jour. Faites un profil LinkedIn en anglais aussi. On peut maintenant avoir un double profil. Moi, j'ai un profil anglais, un profil français, parce que ça sert beaucoup tout au long de la négociation. En tout cas, le landlord, le propriétaire des murs, il peut aller jeter un coup d'œil à votre profil. Donc, si vous n'avez pas de profil LinkedIn et que vous avez des projets aux États-Unis, faites-le. Ça nous sert. Daphné. Bon, c'est mon tour. Alors, on va parler un peu plus comptabilité et entrer plus dans le vif du sujet. Donc, vous avez déjà deux éléments différents. Vous avez le bookkeeper et le CPA. Le bookkeeper, en fait, c'est juste le comptable. Il va prendre vos dépenses, il va les rentrer dans la machine. Il n'interprète pas, il n'a pas de responsabilité. Il est juste là pour saisir les informations. Il peut être intéressant, en particulier au départ, parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément, mais quand c'est des entreprises simples, vous pouvez aussi le faire vous-même. Le CPA, bon, bah, j'en fais, c'est notre invité. Et là, c'est vraiment un expert comptable. Il a fait des études dessus. Il peut donner des conseils comptables, fiscaux, qui peuvent avoir des grosses importances sur le fonctionnement de la société. Ensuite, juste une petite Juste anecdote. Daphné, je te coupe 2 secondes Oui, parce qu'il y a une très grosse différence avec la France où par exemple un comptable en France ne peut pas s'installer à son compte. Soit il est comptable d'une entreprise, soit il est comptable dans un cabinet d'expertise comptable. Aux oui. États-Unis, bah, vous êtes coiffeur ou coiffeuse et puis demain vous dites allez, je me lance en comptage, jamais fait d'études dedans, mais vous pouvez ouvrir un cabinet comptable. Ce ne sera pas un cabinet de CPA, comme le disait Daphné, donc vous ne pourrez rien attester, rien signer, mais pour rentrer de la donnée, vous avez le droit. Voilà. Donc attention, quand on prend un comptable, il y a des comptables qui ont fait des études là-dedans et qui ne sont pas forcément CPA, mais qui sont très bien. Et puis, il y a des comptables qui se sont déclarés comptables. Voilà. Voilà. Et puis, dans la même idée, je parlais aussi des tax prépareurs qui, en fait, on les voit fleurir actuellement parce que c'est la saison des impôts chez nous. Et en fait, tax prépareur, en 2 semaines, vous êtes tax prépareur. Donc, vous pouvez remplir les documents fiscaux selon les consignes que vous a donné le client, mais vous pouvez difficilement donner des conseils. Donc, voilà, ça, c'est les éléments sur Bookkeeper CPA. Si, messieurs, vous avez des choses à rajouter sur cet onglet-là. Ouais, je vais rajouter tout à l'heure là, Voilà. quand je parlerai. Ouais, il y a pas mal de choses à dire là-dessus, mais j'en Il y a parle une tout à dia l'heure. justement complètement là-dessus sur le rôle du CPA. Ouais. Voilà. Alors, sinon, dans le bookkeeping, c'est-à-dire dans la comptabilité de tous les jours, vous avez votre entreprise, comment ça marche?
Alors, QuickBook est le logiciel le plus fréquent. C'est généralement assez simple, surtout maintenant avec des logiciels qui sont quand même assez intuitifs. Alors, la grosse différence, aux États-Unis, vous pouvez avoir une comptabilité qu'on appelle cash basis, c'est-à-dire que c'est basé sur le cash. En gros, vous téléchargez votre relevé bancaire et là, vous dites, bon, bah ça, ce montant-là, c'est le loyer. Ce montant-là, c'est une dépense d'électricité. Ce montant-là, c'est ce que j'ai vendu, etc. Et en fait, le logiciel va rentrer tout ça. Il faut quand même toujours un petit peu faire nos formations parce qu'il y a quelques spécificités, notamment sur certains comptes, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui s'y connaît un peu en maths, un petit peu en comptabilité, il peut prendre pendant quelques mois le bookkeeper pour l'accompagner, mais après, à mon avis, il peut être assez vite indépendant. Moi, je me Exact. suis… Désolé, je te coupe encore là parce que Oui, non, vas-y. dans Cash Basis, on peut, alors là ça paraît absurde, j'ai vu qu'il y a un expert comptable français qui nous écoute, on peut faire de la compta Cash Basis jusqu'à 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ce n'est pas idéal pour une gestion d'une grosse boîte, mais voilà, on peut aller en Cash Basis jusqu'à 10 millions. Mais j'avais quand même vu la subtilité, selon l'IRS quand même, c'est qu'il considère qu'un business est un very small business jusqu'à 26 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ouais. Pour eux, c'est un very small business si ça fait moins de 26. Alors, souvent, ce que je dis, c'est que nous, dans ces cas-là, nos business, c'est des unexisting business. On n'existe pas, en fait. C'est pour ça qu'on est quand même assez peu vérifié aussi. Voilà. Vas-y. Sinon, vous pouvez vous former sur QuickBook. Alors, il y a Coursera en ligne qui fait une formation, mais qui est assez intense. Vous allez quand vous arrivez sur place, vous allez dans les public libraries. Ils ont souvent des cours et régulièrement, ils font des initiations à QuickBook. Pour ceux qui ont tous des petits business comme ça, c'est vrai que ça, c'est assez simple. Et vous interagissez avec un humain. Sinon, maintenant, il y a des vidéos YouTube qui sont très bien et très simples et qui vous expliquent comment rentrer vos opérations, etc. Moi, j'avais créé un compte qui s'appelait « Demander à la comptante ». Demander au comptable parce que je ne savais pas exactement où le mettre. Donc, je mettais certaines opérations là en disant il me dira où est-ce qu'il faut que je les mette. C'est souvent ce qu'on retrouve quand on récupère des comptas de clients pour faire les liasses fiscales. Il y a toujours, quasiment 100% des cas, hein, il y a un compte Ask My Accountant. Et, voilà. Il est créé en standard. Quand tu crées un QuickBook, il est créé en standard. Ok. Voilà. Il s'appelle systématiquement Ask My Accountant. Voilà. Donc, il est très pratique. Toujours dans la question du bookkeeper, faites attention de ne pas trop charger l'entreprise. C'est que quand vous êtes dans un visa, on vous demande de renouveler sur une entreprise qui fonctionne et qui a des bénéfices. Si votre comptable a l'habitude, entre guillemets, de charger la mule pour réduire les bénéfices, pour pas que vous payiez d'impôts ou très peu, ça ne va pas vous aider pour votre visa. Donc, il faut vraiment travailler en collaboration avec lui en disant attention, je veux vraiment qu'il y ait des bénéfices cette année parce que j'ai besoin de renouveler. Donc, il faut que je montre que je peux vivre sur le business, que j'ai des employés qui vivent sur le business et que je tire quand même un bon bénéfice. Voilà, pour les petites entreprises, les business professionnels qui travaillent avec un professionnel, un business de service ou avec peu de transactions, vous pouvez carrément tout gérer sur QuickBook dans le sens que vous pouvez créer des factures, vous pouvez encaisser les paiements, il peut même vous imprimer des chèques. Donc, en fait, le système est prévu pour vraiment tout faire. Après, vous allez voir les autres entreprises qui vont être des commerçants, qui vont avoir du cash, qui vont avoir plein de petites opérations. Et là, voilà, j'arrive sur Point of Sale. Vous allez avoir besoin d'une caisse enregistreuse. Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, vous avez un système de Point of Sale dans le magasin. Si vous rachetez un commerce, il va être déjà installé. Il faut par contre négocier avec la Merchant Account Company pour qu'il vous laisse ou que vous puissiez transférer le compte à votre société. Alors maintenant, c'est quand même hyper simple. C'est
des écrans tactiles, ça accepte les cartes bancaires sur le côté. Enfin, c'est vraiment très inconnu, très pratique. Le plus connu aux États-Unis, c'est Clover, qui utilise maintenant l'essentiel des boutiques, et il permet vraiment plein d'analyses hyper fines sur la société. Donc ça, c'est vraiment, en plus, c'est vraiment très simple, très intuitif. Voilà, c'est facile de créer ses produits, c'est facile de tout adapter. Donc, c'est vraiment un système simple. Et la même chose, n'oubliez pas YouTube, How to use Clover, et vous avez plein de vidéos. Et si je peux me permettre, Oui. Clover se lie aussi à QuickBooks. Donc Oui, voilà. la donnée remonte directement dans QuickBooks. C'est important pour les. Je crois que tout le monde est français ou quasiment tout le monde là qui écoute. Quand vous arrivez aux États-Unis, c'est très simple. Ne cherchez pas de logiciel. Prenez QuickBooks. C'est celui qui est le plus utilisé. C'est celui qui a le plus d'accord avec les banques, les logiciels de caisse, avec tout en fait. Tout est fait pour vous simplifier la vie. N'essayez pas de venir avec un logiciel français de type Cégide. Bon, parfois on a du SAP, mais SAP c'est un autre niveau. Ouais, je te vois Sylvain, mais on a des clients là à New York qui arrivent avec Cégide. Ouais, mais Cégide c'est pas du tout adapté. Ah oui, ah oui, ça c'est pas mal dans le genre, oui. Donc voilà. En gros, aux États-Unis, il y a deux logiciels. Hein. C'est QuickBooks et Xero. QuickBooks c'est beaucoup plus puissant. Donc allez avec ça. Voilà, bon, ensuite, dans les paiements, je vais parler des cartes. C'est bon, bien sûr très, très utilisé aux États-Unis. Vous avez d'autres types de cartes, les débit cards et ce qu'ils appellent les crédit cards, c'est-à-dire c'est des cartes qui vont rapporter des rewards aux propriétaires de la carte. Et les rewards vont être payés par le commerçant. Donc, en fait, vous avez des taux commerçants qui sont particulièrement élevés. Ça va être 3% pour des crédit cards. La débit card, c'est moins de 1%. Donc, si vous avez une possibilité, par exemple, de paramétrer dans vos potentiels, c'est débit card ou credit card, les gens vont faire attention peuvent quelquefois plus mettre débit card. La différence, c'est il y en a un, tu signes, l'autre, tu laisses ton PIN number, ton code secret. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a une différence de prix, donc ça peut être intéressant de mettre la différence dans le point of sale. L'appareil va être fourni par le merchant account et pas par les banques, pas forcément par les banques. Et alors, depuis quelques années, vous avez effectivement, comme on voit sur l'image, les paiements complètement mobiles qui sont sur un téléphone. Je sais que PayPal fait un petit embout puisque je l'avais eu, Square. Voilà, ça peut être intéressant quand vous faites les marchés, quand vous faites des opérations et que vous êtes en extérieur. Ça peut être intéressant pour ça, d'avoir ce petit appareil, ou si vous faites un service, vous êtes chez le client, tenez, je prends votre paiement maintenant, et c'est plus simple. Voilà. Je saute, I jump in. Oui, Oui. sur la question de merchant account provider, très souvent les gens ici me disent, de toute façon, pour encaisser les cartes bleues, je vais aller chercher un appareil à la banque. Alors oui, les banques le font, certaines le font. Simplement, la difficulté qu'on a très très souvent avec nos clients qui arrivent et qu'on accompagne, c'est que les banques, pour vous donner un appareil, ont besoin de votre Social Security Number et ont besoin que vous ayez déjà un credit score. Or, nos clients, quand ils arrivent, ils ont souvent leur Social Security Number juste depuis quelques jours. Ils n'ont donc pas du tout de credit score. Et on a eu X clients dont la banque a dit « dont nous en 2010, la veille de l'ouverture de notre commerce, on s'est pointé à la banque en disant « il nous faut une machine à carte bleue. Oui, il n'y a pas de problème, vous l'avez demain, je fais l'application. » Et là, tout de suite, ah on est désolé, vous êtes refusé credit score. Mais j'ai dit « oui, on n'en a pas encore de credit score, on a fait 0 crédit. » Ça fait un mois qu'on vous le dit. Donc, ici, ça fait un mois qu'on vous le dit quand même. Ah oui. Et donc, on est parti en catastrophe chercher quelqu'un pour nous fournir un appareil. Et en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là que très, très souvent, le merchant account provider n'est pas du tout une banque. Et donc, on a dans nos contacts des merchant account providers qui nous permettent d'obtenir des appareils à carte bleue pour des gens qui viennent d'arriver. Alors, il se peut que vous n'ayez pas le meilleur taux au début, vous changerez plus tard. Mais au moins, vous encaisserez les cartes. Parce que si vous commencez en disant « je prends que l'espèce et le chèque », vous perdez juste 70% de la clientèle. Ah ouais, ça va pas marcher là. Et encore 70%, t'es gentil. Ouais. Voilà, alors pour payer tout, les prélèvements bancaires aux États-Unis, ça n'existe pas. Vous n'avez pas une société qui va prendre sur votre compte, ça va terroriser, traumatiser les Américains si vous leur expliquez ça. Donc en fait, vous avez différents types de virements. Vous avez ce qu'on appelle le virement ACH. ACH, il est gratuit, il prend quelques jours.
il vous faut le account number et le routing number de la société, plus bien préciser son nom, etc. Comme c'est il faut vraiment bien noter les informations bancaires parce que c'est un peu confus ici. Je reviendrai plus tard. Vous avez le wire transfer. Wire transfer, c'est généralement ce qu'on vous fait faire quand vous achetez une société, quand vous achetez une maison, quand vous achetez une voiture, quand vous faites des gros montants. Là, c'est généralement des transferts qui sont immédiats. Ça prend quelques minutes pour arriver sur l'autre compte. C'est assez cher. C'est assez cher, mais voilà, quoi, c'est là, vous êtes sûr que ça arrive à la bonne destination. Là aussi, bien croiser les informations pour être sûr du compte bancaire où vous l'envoyez. Ensuite, Bill Pay. Alors, Bill Pay, c'est assez étrange. Ça va ressembler au prélèvement bancaire, c'est-à-dire que vous allez sur votre compte Internet bancaire et en fait, vous demandez à la banque de faire des chèques pour vos fournisseurs. Donc, en fait, ça peut être, bon, bah, chaque mois, je dois payer le loyer. Tous les mois, je dois payer le loyer. Et ben, je demande à la banque d'envoyer le loyer par chèque tous les mois à mon landlord, etc. Donc, ça, vous pouvez le programmer en janvier pour toute l'année. Ça se fait tout seul. Mais c'est vrai que c'est assez déroutant quand nous, on est habitué au prélèvement bancaire où on demande à un fournisseur de venir servir sur nos comptes. Ensuite, donc j'y revenais, il n'y a pas de IBAN ni de RIB aux États-Unis. Chaque banque va avoir son format. Donc, il est vraiment, vraiment, vraiment important de bien, quand vous demandez un virement, noter le routing number, le account number et bien préciser le destinataire en détail. Après, voilà, il y a les transferts internationaux. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. On a eu plusieurs déboires avec certaines grosses banques françaises paumées dans la pampa où leurs agents bancaires ne savaient pas trop faire des virements internationaux. Donc, on a eu plusieurs fois des soucis. Si vous avez des gros virements à faire, ce qu'on vous propose éventuellement, c'est de créer un compte chez Wise ou c'est Rational FX, qui en fait sont des organismes de transfert. Vous allez leur envoyer l'argent sur un compte en Europe, donc avec un IBAN, et eux vont transférer l'argent aux États-Unis. Un, c'est moins cher en frais qu'une banque, et deux, bah, c'est quelquefois plus sûr quand votre banque est le crédit, la caisse d'épargne d'Issoire ou je ne sais pas quoi. Ouais, on a eu là je jump in à nouveau, effectivement sur les virements internationaux, effectivement comme il n'y a pas d'IBAN, il n'y a pas de format standardisé aux États-Unis, un IBAN c'est un format standardisé à toutes les banques d'un pays. Aux États-Unis, il n'y a pas de format standardisé pour toutes les banques. Vous avez des banques dont le account number a 10 chiffres, vous avez des banques dont le account number a 6 chiffres, d'autres 12. Donc concrètement, il n'y a pas d'IBAN. Il y a aussi une autre subtilité, c'est qu'en France, vous avez ce qu'on appelle une clé. Les deux derniers chiffres sont calculés par rapport aux autres chiffres. Il n'y en a pas ici. Donc, attention quand on fait des virements. Et typiquement, on a eu des problèmes. On a quand même un client dont l'argent a été perdu pendant 3 semaines. La banque ici disait « nous, on a renvoyé ». La banque française disait « non, on n'a rien reçu ». En fait, c'était la banque française, la Société Générale, pour ne pas la nommer, qui avait paumé l'argent sur un compte interne pendant 3 semaines. Ça a été une situation catastrophique pour le client ici. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on insiste vraiment, quand vous faites des acquisitions, ouvrez un compte Wise ou autre et passez par eux, parce que eux, c'est leur métier, ils font du virement international. ACH et Wire, il y a aussi une subtilité très importante, c'est qu'un ACH peut être annulé, un Wire ne peut pas. C'est pour ça que, par exemple, pour une transaction immobilière, on va toujours passer par du Wire, parce qu'à partir du moment où l'argent a quitté votre compte et est arrivé sur le compte de la partie adverse, c'est fini. Il ne pourra pas être annulé. Un ACH, vous faites un ACH, et 2 jours après, il peut être annulé, un peu comme un chèque refusé en France. Donc, typiquement, il n'y aura pas d'acquisition immobilière, par exemple, en ACH. Et une dernière chose, par exemple, pour les abonnements ou toutes ces choses-là, très souvent, et ça, c'est une plaie, très souvent, pour prendre un abonnement, on vous le fait prendre sur votre carte bancaire. C'est-à-dire qu'on vous dit, bah, vous remplissez les coordonnées de votre carte bancaire. Or, régulièrement ici, on a des tentatives d'escroquerie, machin truc, et ils vous annulent votre carte bancaire, il faut tout refaire derrière. Et ça, honnêtement, c'est honnêtement assez pénible. Alors, oui,
je continue avec les paiements que vous pouvez faire. Depuis quelques années, sont apparues plein de petites apps sympas où on peut payer les gens directement sur le téléphone. Ça marche pas mal pour les petits paiements, les services. C'est aussi beaucoup utilisé pour faire du black. Sachant que c'est en train de changer, ça, justement, parce qu'il y a des Oui, changements qui arrivent j'ai pour noté les obligations de déclaration. ils vont commencer à faire des déclarations. Ouais. Mm. L'avantage, c'est que c'est gratuit pour Zelle ou très peu cher par rapport à des virements bancaires. C'est immédiat. Donc, c'est vrai que, par exemple, vous vendez une table que vous n'utilisez plus ou une moto, hein, hop, on fait un Zelle, ça part, c'est immédiat. Bon, généralement, quand c'est des gros montants, je fais déjà un Zelle de $1 pour vérifier que c'est bien la personne qui est en face de moi et avec qui je suis en train de discuter va bien recevoir le montant. Et puis, quand elle a reçu le $1, je lui envoie le reste du montant. Comme ça, je sais que je ne me suis pas trompée de compte ou de numéro de téléphone. Et sinon, vous avez les paiements online, c'est-à-dire directement sur un website où éventuellement le client vous envoie un lien pour payer. Stripe est le plus connu, Apple Pay commence à être de plus en plus présent. Ensuite, les sales tax. Ah, les sales tax, c'est un vaste sujet. Ouais. Alors, Ouais. alors, les sales tax, ce n'est pas la TVA. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire vous achetez de la farine, vous en transformez en pain, vous allez payer une charge à votre fournisseur et votre client va payer une charge. Nous, c'est la sales tax, c'est-à-dire c'est la taxe sur la vente définitive au client final. Je donne un exemple. J'ai un gérant d'espace vert. Il va acheter des 5 sacs d'engrais pour son gazon. Enfin non, pas pour son gazon, pour revendre à un client, pour faire le gazon d'un client. Dans ces cas-là, il va à Home Depot et il va avec son Annual Resale Certificate en disant, bah voilà, je suis un professionnel, c'est pour revendre. Donc là, il n'y a pas de taxe. Je suis le voisin, je vais acheter 5 sacs d'engrais pour mon gazon et moi, je suis un particulier, je vais à Home Depot, et bien en fait, cette fois-ci, comme je suis un particulier, la taxe va m'être imposée. Voilà en gros comment ça fonctionne. Il y a des exemptions, c'est-à-dire des services. Les services n'ont souvent pas de taxes en général. Les produits alimentaires n'ont pas de taxes en général. Bon, il y a toujours des petites exceptions, mais voilà un petit peu comment ça fonctionne. Si tu veux me couper, tu me coupes quand tu veux. Ouais. Non, Alors, non, il ouais, va falloir qu'on aille un peu plus vite, c'est le seul truc. On est déjà à 1 heure. Ouais, je vais juste ajouter quelque chose sur la sales tax. Attention, comme l'a dit Daphné, ça n'est pas la TVA, ça fonctionne très différemment. La problématique, bon, si vous avez un business physique, ça va, là, gérer la sales tax, c'est pas trop compliqué. Les déclarations sont assez simples. Mais quand vous vendez en ligne, là, vous rentrez dans un autre monde. Là, vous ne pouvez plus le faire tout seul. Là, il y a des taux différents. Bah, tu l'as marqué, Daphné, différents en fonction des counties. Quand vous faites de la vente en ligne, vous vendez partout aux États-Unis. Il va falloir, et ça c'est depuis 2017, un procès qui a eu lieu entre Wayfair et la Caroline du Nord, et puis tous les États s'y sont mis, en fonction de seuil de chiffre d'affaires de vente dans les États ou seuil de volume de vente dans les États, vous allez être soumis à la sales tax, vous allez devoir la collecter auprès de vos clients, et si vous ne le faites pas, ça peut être catastrophique pour vous en termes financiers et en termes de pénalité. Donc la sales tax, quand vous êtes un business physique, ok, simple à gérer. Dès que vous passez sur de la vente en ligne, là, il faut vraiment être accompagné. J'insiste parce que c'est très, très, très important. Et il y a beaucoup, beaucoup de contrôles. Il y a des outils spécifiques qui se connectent en back-office, des plugins pour les plus gros sites, etc., type Avalara ou des choses comme ça, qui permettent de régler ça. Parce dans le passé, on a aussi été vendeur en ligne. On a eu cette problématique-là. Et par exemple, il y aurait là aussi tout un truc à dire sur les vendeurs sur Amazon. Justement, le problème vient d'Amazon. C'est que justement, à partir du moment où les ventes Amazon ont commencé à monter, c'est devenu un truc, ça a commencé, il y a beaucoup d'États qui ont commencé à dire, attends, nous là, on est en train de perdre de la sales tax de tous les côtés. Typiquement, nous, on avait des gens qui nous disaient,
vous nous facturez dans un autre État, comme ça, on ne paye pas la sales tax. Ah, mais tu sais Bah, que voyons, ça, bah, voyons. Voilà, parce qu'en fait, le principe de la sales tax, c'est-à-dire, j'ai un magasin en Floride, Voilà, vous magasin achetez physique. un magasin physique en Floride, vous achetez en Floride, donc vous payez la sales tax en Floride. Mais avant 2017, c'était j'envoie le même produit en Géorgie, donc à 4 heures de voiture de chez moi, eh bien là, je ne suis plus dans le même état, donc je ne paye pas de sales tax. exactement, on devait payer la use tax, mais personne ne le faisait. Ouais. Et Personne ne le fait, ça existe encore. Voilà. Personne n'a jamais fait ça. Et en plus, c'est un peu comme les petits pains, c'est que maintenant tout le monde s'engouffre et qu'au départ, il y avait juste la Californie, etc. Et puis de plus en plus, chaque année, Tous les États. il y en a un tous peu les plus qui États. réclament. Et là où je vais plus loin, c'est mon petit moment pub, justement pour les vendeurs sur Internet. Tu as Avalara, comme tu l'as dit, Sylvain. Et nous, on a mis en place un outil qui fonctionne avec Avalara, où on va inscrire automatiquement, en fait, où les clients vont être inscrits automatiquement dans les États dès qu'ils dépassent les seuils de vente. Et comme ça, en gros, ils n'ont plus rien à faire vis-à-vis de la sales tax. OK. Attends, retourne sur la diapo précédente. Oui, OK. Juste là, par exemple, on vous montre un exemple sales tax d'un client qu'on a eu. C'était, de mémoire, c'était un spa. Et donc, en fait, vous avez son chiffre d'affaires, alors c'était son chiffre d'affaires mensuel. Donc, en fait, vous avez la totale. Vous avez la partie qui est exemptée, c'est que dans un spa, c'était essentiellement des services, donc pas de taxe dessus. Mais par contre, elle a aussi des produits qu'elle a dû vendre en boutique. Donc effectivement, c'est là que vous voyez la différence. Les 7% ou 6,5%, je ne sais pas, dans ce secteur-là, portent uniquement sur la partie exempte de taxes. Non, justement, sur la partie non exempte. Sur la partie, sur la partie oui, taxable. Sur la partie taxable. Taxable et non exempte de taxes. Bon, là, c'est typique du type de business qui fait des services et qui vend un petit peu de produits à côté, typiquement les salons de coiffure, les spas, etc. Ils ont une grosse partie de leur chiffre d'affaires qui est exempte et une partie qui est taxée. Voilà. Ensuite, voilà. Bon, alors, les employés, vaste sujet. Il me reste 12 secondes. T'as un gros morceau. Il me reste 12 secondes. Alors, vos employés, vous avez deux solutions. Soit c'est des employés complets et donc vous les payez en W2 et c'est la société qui va payer les charges salariales. Attention, aux États-Unis, c'est quand même beaucoup moins qu'en France. Ici, ça va être plutôt de l'ordre de 15%. Soit il est embauché en independent contractor, donc on appelle ça 1099, c'est le numéro de formulaire que vous remplissez. Et donc, dans ces cas-là, c'est lui qui va lui-même payer, votre employé qui va lui-même payer ses charges. Il faudrait en fait juste pas utiliser le mot employé dans les deux cas, parce qu'en fait… Ben voilà, en fait, c'est un peu ça. C'est que normalement, un independent contractor, vous avez des critères, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être là régulière, vous l'appelez quand vous avez des besoins, il est indépendant. Un employé, c'est vraiment votre salarié. Il est vraiment votre… il y a une notion de hiérarchie, etc. Donc, c'est vrai que c'est très confus. Il faut vraiment faire attention parce qu'ils font des contrôles un petit peu là-dessus. Et puis, ben voilà, c'est un peu comme en France. Ils vont requalifier vos employés, vos indépendants de contracteurs en salariés et ça peut faire mal. Voilà. J'ai vu des restaurants payer leurs salariés en 10,99, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Dans la restauration, les salariés, c'est des W2, ce n'est pas des 1099. Exact. Pardon, vas-y. Pardon. Oui, vas-y. Alors, ouais, pour que quelqu'un soit qualifié d'independent contractor, comme l'a dit Daphné, il ne faut pas qu'il y ait de lien de dépendance. Et quelle est la meilleure façon de le prouver? Il faut qu'il ait plusieurs clients. En gros, si la personne ne travaille que pour vous, avec des cartes de visite au nom de votre société, vous avez un gros risque de requalification. Requalification, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas payé les charges sociales que vous auriez dû payer. Donc, vous allez vous faire taper sur les doigts. Vous n'avez pas fait les retenues à la source sur les impôts que vous auriez, les impôts du salarié, impôts sur le revenu que vous auriez dû faire. Donc, là aussi, vous allez vous faire taper sur les doigts. Ça peut coûter très cher. Donc, independent contractor, c'est très utilisé et c'est très, très bien. Mais si la personne est un salarié déguisé, ne le faites surtout pas. Voilà, ensuite, application de la gestion de paie. Alors ça, c'est assez simple. Vous avez, comme pour beaucoup de choses maintenant, il y a plein de gestion de la paie qui sont assez simples à faire. Vous rentrez les heures qu'il a fait, vous rentrez les conditions de son salaire, etc. Ça se fait quand même assez simple. Généralement, les apps peuvent aussi directement
faire les déclarations en fin de mois aux différents organismes. Donc, c'est vrai que c'est assez génial. Aux États-Unis, vous payez à la semaine, à la quinzaine, rarement au mois. En particulier quand c'est des petits salaires, c'est très souvent à la semaine. Plus le salaire monte, on va simplifier, plus vous pouvez vous mettre d'espace entre deux payes. L'État de Floride est un État at will, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat. C'est bonjour, tu viens travailler demain, $15 de l'heure, tu es là à 8 heures. Merci, au revoir. Pas d'autres trucs. Et alors, vous avez quand même des contraintes. Vous avez des posters Lego affichés dans l'intérieur de la boutique. Vous avez des déclarations à faire pour lui. Et il faut faire attention, il n'y a pas de contrat, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de procès. Voilà, il faut que vous, de votre côté, vous remplissiez votre entre guillemets, part du contrat. Ensuite, règlement intérieur. Donc ça, règlement intérieur. On vous conseille de mettre un règlement intérieur en fonction de votre activité. Si vous voulez un petit dress code, si vous voulez qu'ils ne viennent pas armés, parce que si vous ne le dites pas, ils ne savent pas. Donc, moi, j'étais à une formation sur en real estate. On était 15 dans la pièce. Il pose la question, bon, qui c'est qui est armé dans la pièce? Il y en a 9 qui lèvent le bras. Oui. Si on ne leur a pas dit de venir sans armes, si on ne leur a pas dit de venir sans armes, ça veut dire qu'ils peuvent venir avec des armes. Voilà. Ensuite, dernière chose, c'est le petit dessin. Best employee ever. Attention, attention, attention. Ici, le management des employés se fait beaucoup plus dans un gant de velours. Hein, pas d'agression, pas d'insulte. C'est vraiment plus basé sur la motivation. Je t'encourage que la critique, et si vous faites des critiques, il faut faire du sandwich. Donc, oh là là, tu es un super employé, mais il faudra rajouter ça. Mais tu sais, tu es quand même mon super employé de le baisse du mois. Ouais, voilà. Et c'est vrai que dans le management, c'est excessivement différent. Quand on a un employé qui a fait un boulot nul, parfois ça arrive d'avoir un boulot vraiment nul, plutôt que de lui dire c'est nul, recommence, ça va être ce que tu as fait, c'est bien, mais il aurait mieux valu faire comme ça. Ou peut-être est-ce qu'on n'aurait pas pu faire comme ça? Et là, OK, le message finalement est le même parce que la personne a compris que ça ne va pas. Mais si vous lui dites c'est nul, il est braqué, il est borné, c'est fini, la relation est coupée. Alors qu'en lui présentant les choses autrement, le travail sera refait et ça ira. Voilà. On a eu quelqu'un un jour qui, en cuisine, s'est énervé et a dit à son salarié, mais tu es véritablement handicapé. 20 000 $. Voilà, ça lui a coûté 20 000 $. Le mec est parti sur le champ. 20 minutes après, c'était un avocat à Kaplan. Et il y a eu une transition et ça s'est transigé à 20 000 $. Et honnêtement, 20 000 $, il s'en est bien tiré. Ouais. Donc, d'abord, il ne fallait pas dire ce genre de choses. Il faut être imbécile pour dire quelque chose comme ça. Même sous le coup de la colère, il ne faut pas être en colère aux États-Unis. Il faut garder son calme. C'est aussi simple que ça. Mais deuxième chose, il s'en est bien tiré. On va passer la parole à Jean-Philippe. Super. C'est vrai que j'ai déjà je vous ai pas mal coupé tous les deux. Non, c'était le but. C'était le but. On avait Désolé. dit que c'était de l'échange. Mais je me présente rapidement. Sylvain l'a fait tout à l'heure. Donc moi, je suis expert comptable français, canadien, américain. J'ai des cabinets à New York, Miami, Montréal, Toulouse en France et Mexico. Je ne suis pas expert comptable au Mexique. Et donc nous, au sein du cabinet, nous accompagnons les entreprises et les particuliers français majoritairement qui s'installent en Amérique du Nord. Voilà, donc je connais bien la différence entre un CPA et un expert comptable parce que le métier, déjà la formation est très très différente. L'expertise comptable en France, on pourrait comparer ça à un puits. On va creuser, on a un petit périmètre et on va creuser très profond pour maîtriser vraiment ce qu'on fait. Aux États-Unis, c'est un océan de connaissances, mais qui fait 1 centimètre de profondeur. Et c'est après, chacun va aller creuser sur les sujets qu'il souhaite faire. Et c'est d'ailleurs le cas sur beaucoup de sujets, dans beaucoup de domaines, pas qu'au niveau des CPA, même au niveau de la formation universitaire. Encore une fois, c'est un peu plus de liberté. Chacun, après, pourra naviguer comme il le souhaite. Donc, en France, ceux qui connaissent qui font affaire avec des experts comptables, en général, l'expert comptable est là, fait évidemment toute la partie compta avec ses équipes, mais il va aussi avoir un département juridique dans lequel il va faire des contrats de travail, il va créer des sociétés,
il va empiéter un peu sur le boulot de l'avocat, et les avocats et les experts comptables ne s'aiment pas trop en général parce que justement, il y a pas trop de limites. Alors qu'aux États-Unis, c'est chacun son métier. Ça, c'est important. Le CPA ne fera pas le boulot d'un avocat. Il ne se prétendra jamais avocat. Et l'avocat ne fera pas non plus le boulot d'un CPA. Il ne se prétendra pas CPA. C'est-à-dire qu'on va… Donc, le CPA, qu'est-ce qu'il fait? Il peut offrir effectivement des services de tenue comptable comme un bookkeeper, mais il n'est pas obligé, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de CPA qui ne font que des déclarations fiscales, qui ne font pas du tout de compta, font déclarations fiscales et conseils. Il y a des cabinets comme le nôtre, où nous on a une culture française, où on va faire tout l'accompagnement comptable, on va donner du conseil et évidemment l'aboutissement et l'établissement des déclarations d'impôts. Et donc, comme je le disais, on a beaucoup de CPA qui ne font que de la déclaration. Le conseil vient en plus. La signature d'un CPA va être requise. Le CPA est un titre qui est très reconnu, notamment par les banques. Parce que quand vous allez vouloir emprunter, comme vous l'avez vu, la comptabilité aux États-Unis, ça peut être un peu rock'n'roll. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et donc, parfois, quand vous allez faire une acquisition, un développement, vous avez besoin d'un prêt, on va demander une attestation d'un CPA, une attestation de compte. Et là, on engage vraiment notre responsabilité en tant que CPA parce que si on atteste, là, c'est un risque pénal et qu'on fait n'importe quoi, c'est un risque pénal, donc la prison, possibilité de perdre le titre. Donc, le métier est assez différent. Quand vous allez venir, ne vous attendez pas à ce que le CPA, si vous allez voir des CPA américains, votre CPA américain ne sera pas votre expert comptable français. Pas du tout. Pour avoir le même boulot, il va falloir avoir affaire à des avocats, potentiellement des bookkeepers et en plus le CPA. Donc, il y a multiplication des honoraires. Là aussi, je refais ma pub. Chez nous, vous retrouverez à peu près pareil, sauf qu'on ne fait pas le juridique. On le laisse à des avocats parce qu'encore une fois, chacun son métier. Donc voilà, pour la différence entre CPA et expert comptable. Et maintenant, je vais vous parler de fiscalité. Je n'ai fait qu'un slide, mais attention, ça ne veut pas dire que tout est simple. Au contraire, la fiscalité américaine peut paraître bien complexe et parfois même aberrante par rapport à la France. On est sur… donc déjà, faut savoir pour la base de la base, que vous soyez une société, que vous soyez un individu, lorsque vous êtes résident fisco-américain, vous êtes imposé sur vos revenus mondiaux. D'accord? Donc, tout ce que vous gagnez dans le monde est déclarable aux États-Unis. Déclarable, normalement imposable, sauf certains types de revenus. Et puis, pour éviter d'avoir des doubles impositions, on va aller demander, si jamais vous avez des revenus, par exemple, en France, qui sont imposables en France en priorité, on déclare en France, on paye des impôts en France, on déclare aux États-Unis, des impôts sont calculés, et on va venir demander aux États-Unis un crédit d'impôt équivalent aux impôts français que vous aurez payés. On est sur un État fédéral, vous le savez, donc on a toujours, quasiment toujours, on a à minima un niveau d'imposition fédéral. Les règles vont être les mêmes pour tout le monde aux États-Unis. Après, on peut avoir un niveau state, donc État. Si vous habitez, je sais pas, en Californie, par exemple, vous allez avoir fédéral et state. Si vous habitez en Floride, en tant qu'individu, vous n'aurez pas d'impôt state. Les sociétés type C-Corp auront un impôt state au-delà d'un certain résultat. Et si vous allez à New York, vous habitez à Manhattan, là, vous aurez 3 niveaux d'imposition. Vous allez avoir un impôt fédéral, un impôt New York State, un impôt New York City. Pareil pour une société. Donc, on a plusieurs couches d'imposition. Je vais attaquer maintenant sur la fiscalité des sociétés. Sylvain a parlé tout à l'heure des sociétés, on en a principalement 3. On va s'arrêter sur LLC, C-Corp, S-Corp. La LLC est une structure qui est transparente fiscalement, donc elle ne paye pas d'impôts. Ce sont les actionnaires qui payent des impôts. En fait, elle ne paye pas d'impôts, c'est vrai partout sauf à New York City. Parce qu'une LLC à New York City, si jamais vous développez un business à New York City, eh bien, elle va payer un impôt sur les sociétés. Elle ne paiera pas à New York State, elle ne paiera pas le fédéral, parce que ce sont les actionnaires qui vont payer. Au niveau de la ville, elle va payer un impôt sur les sociétés. La C-Corp, donc là, les revenus de la société sont considérés comme étant vos revenus. Ok, vous êtes imposé dessus. Vous allez payer des charges sociales, et c'est là la grosse différence avec la S-Corp qui va suivre juste après. Vous allez payer des charges sociales sur votre quote-part du résultat
du moment que vous êtes actif dans la société. Donc, mettons, on a une LLC qui a 2 actionnaires. Un actionnaire qui travaille pour la LLC et puis le conjoint, la conjointe de cette personne qui ne travaille pas pour la société mais qui a des parts. Vous avez un résultat de 100, disons qu'on a fait 50-50. Vous avez un résultat de 100, celui qui travaille pour la société va payer des charges sociales sur ces 50, celui qui ne travaille pas pour la société ne paiera pas de charges sociales. Donc là, il y a des petites choses parfois à travailler pour minimiser l'impact charges sociales. La S-Corp, elle, quand on est actionnaire d'une S-Corp, on ne paye pas de charges sociales sur sa quote-part du résultat. Donc là, c'est hyper avantageux. Mais on a une contrepartie. On va quand même être obligé de se verser un salaire. Parce que sinon, la IRS vient vous voir et vous dit hey, vous êtes sympa, mais on a un souci. Là, vous évitez, votre mécanisme vous fait éviter les charges sociales, mais on peut se verser un salaire. Normalement, le salaire va devoir correspondre au prix du marché pour une personne qui va faire le même job, mais on va pouvoir quand même jouer. On aura un peu plus de souplesse au niveau charges sociales que dans une LLC. Les charges sociales, d'ailleurs, quelles sont-elles? Daphné l'a dit tout à l'heure, on va pouvoir avoir du 15%, mais en fait, ça va dépendre des États, parce qu'on a des charges sociales fédérales, puis on va en avoir dans les États, et certains n'en ont pas, d'ailleurs. Donc, ça va varier. Là, je parle charges sociales employeur, ça va être de 8,25 à peu près 15. Voilà. Si vous êtes votre propre employeur, donc soit vous avez une LLC où vous êtes seul actionnaire, ou vous avez une activité qui n'est pas enregistrée, à ce moment-là, vous allez payer les charges sociales employés et employeurs, avec la partie employeur qui sera déductible de votre résultat pour calculer l'impôt sur le revenu. Donc, niveau charges sociales, on est bien moindre qu'en France. Et ça, c'est en général la très, très bonne surprise pour les employeurs français, ceux qui sont habitués à embaucher des salariés en France, parce qu'on se retrouve avec un coût du salarié qui, d'un point de vue charge sociale, est moindre. Après, d'un point de vue coût global, pas forcément, parce qu'on va avoir des salaires qui sont plus élevés. Enfin, Sylvain et Daphné, vous m'arrêtez si vous avez des commentaires à faire, mais on va avoir des salaires qui sont plus élevés. On va parfois aussi, pour être compétitif, devoir leur offrir des assurances santé. On peut trouver d'autres biais pour être compétitif face à l'autre employeur en offrant plus de vacances, des choses comme ça, des choses qui coûtent moins cher. Mais au-delà d'un certain stade de développement de la société, vos salariés vont vous demander une couverture sociale qui peut coûter cher quand même. Et le dernier type de structure, ça va être les C-Corp. Donc là, les C-Corp, qu'est-ce que c'est? Alors, juste la S-Corp, je reviens un peu en arrière. Juridiquement, elle n'existe pas. C'est une option fiscale. La S-Corp, à la base, c'est une LLC ou une C-Corp ou encore un partnership. Et on a pris l'option de convertir la structure juridique en S-Corp d'un point de vue fiscal. Donc, on envoie une demande à l'IRS et puis l'IRS répond en disant c'est OK. Il y a des délais pour le faire, mais en général, il n'y a aucun problème. La dernière structure, c'est la C-Corp. La C-Corp, comme l'a dit Sylvain, c'est l'équivalent de nos sociétés commerciales françaises. Donc, elle va payer un impôt sur les sociétés qui va être fixé à 21% au niveau fédéral. Et puis, au niveau de l'État, tout va dépendre d'où est située la société, d'où elle va avoir ses activités. Si on est en Floride, on va être exempté d'impôt sur les sociétés au niveau de la C-Corp jusqu'à 50 000 $ de résultat. Au-delà de 50 000, on rajoute un impôt state qui va être de 5,5%. Donc, on va se retrouver à 26,5%. Qui va faire des C-Corp quand on déménage aux États-Unis? Évidemment, comme vous l'aurez compris, la majorité du temps, la LLC est le type de structure qui va être le plus déjà facile à mettre en œuvre, le plus souple, mais aussi va vous apporter le plus d'avantages fiscaux. Parce que la C-Corp, on paye ses impôts sociétés. Si on veut se rémunérer, soit ce sont des dividendes, donc là aussi on va à nouveau payer, soit on se verse un salaire, mais donc il va venir diminuer le montant d'impôt sur les sociétés, mais on va quand même être imposé sur son salaire. Donc on a plusieurs couches d'imposition qui en général sont moins avantageuses que au global, quand on prend l'impôt société, l'impôt perso, si on fait LLC, donc pas d'impôt sur les sociétés, que de l'impôt perso versus C-Corp, impôt société, impôt perso, en général à situation similaire, la LLC va être plus avantageuse. Qui va faire des C-Corp? Ça va être principalement des startups. Vous avez une startup, vous voulez faire appel à des investisseurs, ils vont être rassurés que vous ayez une C-Corp. Pourquoi? Parce que comme l'a dit Sylvain, eh bien, on a du tangible, on a des parts.
Bon, vous n'allez pas forcément envoyer le bout de papier, mais on a des parts et les investisseurs sont sécurisés. Voilà. On peut avoir aussi des investisseurs étrangers qui vont acheter des biens immobiliers aux États-Unis, qui vont créer une C-Corp qui sera une holding, qui après sera détenue par, qui va détenir des LLC qui vont faire des investissements immobiliers. Et cette C-Corp-là va faire un bloqueur. C'est-à-dire que tout ce qui est américain reste côté américain et la France n'est pas impactée. Parce que si on a une LLC qui achète un bien immobilier, la LLC étant transparente, l'actionnaire français va devoir faire une déclaration de revenus aux États-Unis, et va devoir déclarer ses revenus américains en France, toujours avec le jeu de crédit d'impôt. S'il y a des Canadiens, et je crois qu'il y en a un qui nous écoute, la LLC à proscrire. Si on ne met pas un bloqueur C-Corp, la LLC est totalement à proscrire parce que la LLC n'est pas reconnue au Canada. Donc là, on a un risque réel de double imposition. La LLC est considérée comme une société par action au Canada. Donc aux États-Unis, vous payez les impôts sur votre quote-part du résultat l'année où la société fait du résultat. Au Canada, vous n'en payez pas. Vous allez en payer lorsque vous allez retirer du cash. Aux États-Unis, lorsque vous retirez du cash du compte de la société, on n'aura pas d'impôts supplémentaires à payer puisque vous les avez déjà payés. Par contre, au Canada, ça va être considéré comme des dividendes. Et donc là, si on a un décalage dans le temps entre le retrait de cash et le résultat de la société, on aura une double imposition. Donc ça, c'est pour les sociétés. Au niveau des individus, on a le même principe, ce que je disais tout à l'heure, on va avoir plusieurs niveaux d'imposition. Les taux d'imposition, on est sur un taux fédéral qui a été revu à la baisse par Trump. Les tranches maximales sont à 37%. Quand est-ce qu'on va arriver à 37% d'impôt? Quand on est marié, si je ne me trompe pas, c'est autour des 690 000 $ de revenus imposables. Donc, ça laisse quand même de la marge avant d'arriver à la tranche des 37%. Quand on n'est pas marié, si je ne me trompe pas, c'est autour des 500 et quelques. Là, je ne l'ai plus exactement en tête. Mais là aussi, ça laisse quand même une belle marge. Quand on est en Floride, on ne paye pas d'impôt d'État. Et puis, quand on est, par exemple, à New York, que je connais bien, on va pouvoir payer des impôts jusqu'à 11%. Entre State et City. Il ne faut pas oublier, les États-Unis sont un pays de compliance, c'est-à-dire qu'on doit tout, et je ne le répète jamais assez, tout déclarer. On se met vraiment à nu face à l'IRS. Là, je parle surtout pour les individus qui nous écoutent. On se retrouve dans bien des cas, on est résident fiscaux américain, donc on habite aux États-Unis, et on a oublié de déclarer ses comptes étrangers, on a oublié de déclarer des parts de sociétés qu'on a en France. Là, l'IRS ne rigole pas. On se retrouve, on a plusieurs obligations. On a l'obligation de déclarer ses revenus, on a l'obligation de déclarer ses actifs étrangers, deux obligations différentes. Première obligation, déclarer les actifs financiers. Donc les comptes qu'on va détenir à l'étranger, du moment que leur valeur cumulée dépasse 10 000 $. Donc je parle bien de valeur cumulée. Un compte si vous dépassez 10 000 $ en cumulé, vous avez un compte sur lequel vous avez 50 centimes, il doit être déclaré. Si ça n'est pas déclaré et que l'IRS le découvre, c'est 10 000 $ de pénalité par compte non déclaré. Quand je parle de compte, ça englobe… Pardon? Vas-y, d'appeler. Et par an. Et par an. Et par an, exactement. Quand je parle de compte, ça englobe les comptes bancaires, mais aussi les assurances-vie, les PEL, les PEA, enfin tout. C'est simple, c'est tout. Voilà, tout ce que vous pouvez avoir dans une banque, tout est déclarable. D'accord? Ça ne veut pas dire forcément payer des impôts dessus, c'est juste du déclaratif. Pourquoi les pénalités sont importantes? Après, je vais venir sur les sociétés étrangères. Pourquoi les pénalités sont importantes? Parce que, comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, il a dit, en dessous de 26 millions de dollars de chiffre d'affaires, on est un very, very, very small business. Pour l'IRS, faire un contrôle fiscal sur quelqu'un, ça coûte de l'argent. L'IRS est géré comme un business. Faire un contrôle fiscal sur quelqu'un, ça leur coûte de l'argent et ce n'est pas forcément rentable. Donc, eux, leur posture est de dire, OK, les contribuables ont des obligations, s'ils ne les remplissent pas, on va se remplir les poches avec ça. Parce qu'une fois qu'on les a pris la main dans le sac, ils ne peuvent plus rien faire. C'est-à-dire que vous êtes obligé de payer vos pénalités. Donc, important d'être compliant. Si vous avez des sociétés en France, vous gardez, certains d'entre vous vont arriver aux États-Unis, vont garder potentiellement une holding côté français, dans laquelle ils vont avoir 10% ou plus du chiffre d'affaires.
vous êtes obligé de déclarer, de retranscrire aux États-Unis les états financiers de la société dans votre déclaration perso. Si ça n'est pas fait, c'est 10 000 $ de pénalité. Vous pouvez retenir quelque chose avec l'IRS, les pénalités, c'est toujours 10 000 $ quand il y a un défaut de compliance. Les 10% sont calculés en prenant en compte les parts détenues par vos parents et par vos enfants, pas par vos frères et sœurs. D'accord? Ça s'appelle le constructive ownership. Donc, mettons, et ça arrive souvent, vous avez une SCI familiale. Vous avez 1% de la société, et puis vos parents ont 99% de la société. Ils sont en France, rien à voir avec les États-Unis. Mais pour l'IRS, pour la compliance, vous avez 100% de la société. Donc, on doit retranscrire les états financiers de la SCI dans votre déclaration perso. Voilà. Bref, j'ai lu que tout à l'heure, là, j'ai lu sur le chat que j'ai perdu quelqu'un rapidement parce que c'est un gros sujet. Vous voyez, la fiscalité américaine n'est pas forcément évidente. Donc, quand vous êtes en process, ne serait-ce que de réflexion d'une installation aux États-Unis, il ne faut pas hésiter à envoyer un mail pour en discuter. Là, je vois quelqu'un qui demande comment l'IRS peut savoir ce qu'on a en France. Très simple. Ils échangent les informations. Voilà, les banques. Les banques, votre banque, quand elle sait que vous êtes aux États-Unis, au plus tard le 28 février, elle envoie tous vos détails bancaires à l'IRS. Aussi simple que ça. Donc, en gros, elle a tout envoyé. Si vous avez oublié de déclarer, c'est comme si vous étiez sur l'autoroute, vous êtes fait flasher, vous attendez que le PV tombe. Donc, il vaut mieux régulariser. Heureusement, il y a des procédures de régularisation qui existent. Pour ceux qui écoutent là et qui sont déjà aux États-Unis, qui n'ont rien fait, il y a des procédures de régularisation qui existent. Et ça marche plutôt bien. Bon, elles tombent les unes après les autres. Trump a commencé à en faire sauter certaines. Biden est réfléchi à continuer à les faire sauter. Donc, voilà. Alors, attendez, mais il n'y a pas. Alors, je vois que ça déchaîne les foules. Il y a pas mal de questions. Ouais, on répondra. Là, on a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais je ne suis pas étonné parce que le programme était quand même super lourd. Donc, de toute façon, je vais garder, moi j'enregistre, donc je vais garder tout et on va trier toutes les questions, on va essayer de les regrouper. Et dans l'email avec lequel j'enverrai le replay, j'enverrai une réponse à un maximum de ces questions-là. Parce que là, très concrètement, voilà. Ce que je voudrais donc dire, moi, par rapport à ce que vient d'évoquer Jean-Philippe, très souvent, juste pour revenir à la LLC avec option S-Corp, c'est ce que moi j'appelle le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, ça a la souplesse de la LLC et ça a la fiscalité S-Corp. C'est quand même aujourd'hui quelque chose qui est très utilisé, la LLC option fiscale S-Corp. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je vais réinsister, Jean-Philippe a beaucoup insisté, je vais réinsister sur l'obligation de déclaration dans le cadre d'une déclaration mondiale, à savoir aux États-Unis, vous déclarez tout ce que vous avez partout. Vous ne paierez pas plus d'impôts puisqu'il y a une convention de non-double imposition entre la France et les États-Unis. Il y en a une avec le Canada, j'imagine que oui. Il y en a une, oui, bien sûr. Donc, il y a une convention de non-double imposition. Elle fonctionne très bien. L'IRS ne remet jamais en question. Voilà. Donc, vous ne paierez pas deux fois plus d'impôts parce que vous redéclarez tout aux États-Unis. Par contre, ce qui est certain, c'est que si vous ne déclarez pas, là, le jour où il vous tombe dessus, c'est des pénalités dissuasives confiscatoires. Ouais. Donc, il ne faut pas rentrer dans ce truc-là. Et il y a un autre élément que je dirais, c'est qu'il faut commencer dès le départ comme il faut. Oui. C'est-à-dire que dès que vous arrivez, vous embauchez un CPA et vous pouvez faire votre compta vous-même avec un bookkeeper. Si vous le souhaitez, vous pouvez effectivement confier à votre comptable les fonctions de bookkeeper et faire votre propre bookkeeping. Donc, la compta pure et dure, l'affectation des écritures dans les comptes. Et puis, en fin d'année, il fera les taxes pour vous. Ou vous pouvez effectivement les confier. Tout ça, mais par contre, très clairement, au niveau des taxes, vous amusez pas à faire vos taxes vous-même. Surtout si vous avez aussi des avoirs dans un autre pays. J'ai vu des gros cabinets comptables américains qui nous disaient avoir l'habitude des déclarations de clients étrangers et faire des conneries monumentales là-dessus. J'en dirai pas plus.
Donc, Je ne sais globalement, pas de qui tu parles. voilà, tu sais pas de quoi je parle. Donc voilà. Donc, Et mais donc, typiquement, effectivement, on peut se rattraper après. Hein. voilà. Oui, Alors, là, on peut se rattraper. Juste, comme dit Sylvain, si vous allez voir un CPA, parce qu'effectivement, tout ça, c'est un coût en termes d'honoraires, faut être honnête. Si vous allez voir un CPA qui vous fait votre déclaration pour $100 et qui vous dit non, mais tout ce qui est à l'étranger, on s'en fiche, fuyez. Parce que je vous garantis que ça va vous coûter très, très, très cher. voilà. Donc voilà, c'était ce que je voulais Et rajouter. compter Ok. sur l'IRS pour savoir tout. Oui, Voilà, de parce toute que là, je façon, vois ça, Ouais, pardon, vas-y, Sylvain, non, vas-y. j'allais dire, eux, ils trouveront pas, non, Non, ils c'est trouveront comme si vous aviez une double vie. Tout, à un moment donné, tout passera par vos comptes bancaires. Je vois quelqu'un qui dit, ouais, non, mais une SCI, comment ils vont la trouver? C'est simple, il y a un bien, vous allez le vendre, l'argent va arriver sur votre compte bancaire. Tout finit sur un compte bancaire. Voilà, c'est tout. Alors, non, puis alors, quand on commence à se poser la question comment ils vont le trouver, non, il ne faut pas se poser ce genre de questions. Parce que, encore une fois, vous avez strictement. Il n'y a pas d'impact de les déclarer. Ça a ça a Ouais. quelques coûts d'honoraires, on est d'accord. Pourquoi le lore caché? De toute façon, aux États-Unis, ce n'est pas le genre de truc à faire. Pourquoi le lore caché? Non, déclaré. On va se diriger tout doucement vers la fin. Voilà, alors ça, c'est l'atterrissage en douceur. Voilà. Au Ça va. début, vous aviez. Ils ont Voilà, tous la tête qui fume là. voilà. Donc au début, vous aviez la personne qui disait jusque-là, ça va, jusque-là, jusque-là, ça va. Voilà, ben là, avec ce webinaire, vous avez un atterrissage en douceur. Donc, en tout état de cause, vous allez recevoir je me lasse pas de ce petit chat qui tombe et qui atterrit dans la neige. Voilà. Alors, voilà, on va vous envoyer le replay. Vous pourrez vous le repasser peut-être au ralenti ou peut-être couper par moment. Prendre des Comme notes. ça, voilà, prendre des notes, comme ça vous aurez accès à tout. Et très franchement, voilà, on répondra aux questions dans l'email, parce que là, ben voilà, on avait dit, on va essayer de faire 1 heure, mais je me doutais bien avec le programme, c'est 1 heure et demie déjà, donc on ne va pas prendre de questions aujourd'hui. J'ai essayé de répondre à quelques-unes au milieu. Là, vous avez nos emails, mais même chose, quand je vous enverrai le replay, vous aurez nos coordonnées à chacun. C'était difficile d'en dire plus, je pense, en 1 heure et demie. Voilà. À très bientôt. Je vous Je veux dire laisse. que c'était dense. Et C'était intense. merci Daphné et Sylvain pour l'organisation du webinaire. Je pense que c'était très intéressant. Et merci de m'avoir invité. Avec plaisir, Daphné. Voilà, bah merci beaucoup. On espère avoir répondu à plein de questions et que vous arrivez un petit peu moins dans l'inconnu. Et puis, bah, prochaine fois. Voilà. revoir. Il y en aura un prochain dans 1 mois environ. Je suis en train de travailler dessus. Et là, ça va être différent. Ça va être une histoire intéressante. C'est-à-dire, c'est un entrepreneur qui est ici, qui est arrivé ici dans un contexte un petit peu particulier parce qu'entre guillemets, on va être transparent, il s'est fait avoir en arrivant ici. Je ne veux pas trop en dire, mais ça a été très difficile pour lui. Et il a rebondi et il a très bien rebondi. Et donc, il va nous expliquer un petit peu son cas à lui, qui à mon avis, est très, très intéressant. Donc voilà, ça sera au mois d'avril, au mois de mars. Au mois d'avril, on va faire quelque chose certainement sur les visas. Au mois de mai, on sera au Canada. Il faut qu'on finalise ça, Jean-Philippe. Ouais, Au mois de ouais. mai, on sera au Canada. En Juin. juin-juillet, On fait des conférences en France. voilà, en juin-juillet, on refait des conférences en France. Et en juin-juillet, les conférences, ça sera un nouveau modèle. Ça sera une journée complète, avec repas compris. Ça sera grosso modo 7 à 8 heures. Ça sera plus une formation que de l'information. Il y aura des intervenants extérieurs. C'est un vrai programme. On va le limiter à 20 personnes par Dans ville. 3 Ça sera villes. dans 3 villes. Paris, Lyon, Montpellier. On va le limiter à 20 personnes. On est en train de travailler sur le programme. Ça aura un coût, forcément. On sera dans les 200 €. Mais globalement, voilà, c'est en une journée, vous allez en prendre, mais alors plein la tête. Voilà, c'est le but. Vous allez ressortir, Non, en on vous fait, donnera. là, c'était juste une petite mise en bouche.
Voilà. On vous donnera notre livre à la fin et certainement un aspirine. Et puis voilà. OK, allez, sur ce, livre juste sur Amazon, j'en profite pour… voilà, j'ai écrit un livre sur le sujet. L'idée, c'est voilà, ce qu'on vient de dire ici. Le livre, il est quand même conséquent, mais il couvre vraiment tout. Il Voilà, est très cette fois, je crois pertinent. voilà, je crois que cette fois, Ouais. merci. Je crois que cette fois, j'ai tout dit. Allez, je vois quelqu'un qui dit oui, je l'ai lu d'une traite. Allez, à très bientôt. Bonne soirée en France et bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé aux États-Unis. À bientôt. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir.